constaté aussi, nous, simples citoyens, c'est que l'argument employé à l'époque historique, c'était civiliser ces peuples barbares, et aujourd'hui, c'est démocratiser ces peuples. Alors là, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce qu'on doit être prêt à revivre le même disque sans rien dire, sans rien faire? Et ce qui est encore plus dramatique, parce qu'il y a 20 ou 30 ans, on avait quand même des débats, même contradictoires, dans les plateaux, même dans l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de difficultés pour faire entendre notre voix. Là, je vais donner la parole à Mme Benjeloul, parce qu'il y a aussi des questions à poser aussi au sein, pas par rapport à l'OTAN, juste après pour l'intervention de M. Corvès. Vas-y, Mathia. Après l'intervention du collègue Corvès, passé en stratégie, le collectif Pas Autre Nom va introduire cette question de l'OTAN en disant que, franchement, qui est croire que les Américains auraient renoncé à leur outil principal qui est l'OTAN, alors même que l'OTAN n'a plus d'objet d'être, n'a plus d'ennemis, il n'a plus de mission à accomplir. En effet, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, c'était le cas. Et en outre, l'effondrement de l'Union soviétique, c'est rendre caduque le pacte de Varsovie, qui, je rappelle aux présents que ce pacte de Varsovie, lui, est créé en 1955, juste après l'intégration de la République fédérale d'Allemagne à l'OTAN, qui, elle, a été fondée en 1949. Donc, en 1998, l'Union européenne s'était dotée d'un appareil et a promu le lancement d'une Europe de la défense à Saint-Malo. Et c'était assez conséquent puisqu'on avait assisté à la création extrêmement rapide d'une force de projection, d'un collège de défense européen, et y compris d'une véritable doctrine de défense européenne. Mais extrêmement rapidement, cet élan a été interrompu et brisé pour deux raisons immédiates. C'était que la plupart tous les pays européens ont réduit la part de leur budget alloué à la défense et que, également, ils ont minimisé la part mutuelle qu'ils devaient apporter à l'Union européenne de la défense. Mais plus que tout, les États-Unis d'Amérique étaient franchement hostiles à cette Europe de la défense et s'y sont opposés. De quelle manière? Extrêmement simple. L'élargissement de l'Union européenne aux pays de l'Europe de l'Est s'est accompagné de mesures préventives, si je puis dire, où chaque pays qui va postuler pour entrer dans l'Union européenne, lui, va d'abord signer un traité pour entrer dans l'OTAN. Et donc, chacun de ces pays va faire, parce que chacun de ces pays estimait que la Russie était encore hostile, a fait des économies substantielles. Et c'est bien ainsi que l'Union européenne n'a plus d'Europe de la défense et n'a plus aucun moyen d'être autonome. Et que les États-Unis d'Amérique, donc, ont pour la première fois de l'histoire un outil impérial qui est construit, entraîné à sa mesure pour assouvir ses intérêts stratégiques. Par ailleurs, le collectif Entre Nous est extrêmement inquiet de l'actuelle atmosphère de guerre froide qui sévit aujourd'hui, parce que nous assistons effectivement à une espèce d'escalade vers une course vers l'armement. C'est évidemment au niveau de l'Europe. En particulier, le projet de bouclier antimissile, si cher aux États-Unis d'Amérique, s'il est encore discuté pour la Bulgarie, la Géorgie, la Tchéquie et je ne sais plus quel autre pays, lui, de façon certaine, il va être implanté en Europe, en Pologne, en Roumanie et en Turquie. Mais ce n'est absolument pas pour contenir l'Iran, qui n'a aucun problème, qui n'a pas les moyens d'une défense antimissile. C'est faux. Ces boucliers antimissiles sont faits pour contenir le vieil ennemi soviétique qui aujourd'hui est devenu la Russie. La consistance de ce que je viens de vous dire, c'est la déclaration de Dimitri Medvedev, telle qu'il l'a faite le 17 mai, je crois, 2012, à Saint-Pétersbourg, devant un collège qui s'intéressait donc à la législation et au droit, dans lequel il exprimait de façon explicite qu'en cas
d'ingérence supplémentaire dans un pays tiers, eh bien, la Russie se faisait forte de déployer, y compris l'arme nucléaire. Et cela est extrêmement inquiétant pour nous. Donc, voilà les questions que le collectif Par Entre Nous adresse actuellement aux futurs élus. En raison de la crise budgétaire qui sévit actuellement aux États-Unis d'Amérique, qui les contraint à réduire la part qu'ils allouent au Pentagone, les États-Unis d'Amérique vont recourir de plus en plus aux moyens des forces armées françaises. Madame la candidate, monsieur le candidat, envisagez-vous, comme vous le souhaitons, que la France se retire utilement de l'Organisation de l'Atlantique Nord? Êtes-vous prêt à contester et passer outre des traités signés qui emprisonnent la nation dans un enchevêtrement d'alliances et de défense multilatérales quand ils ne répondent plus à ses intérêts et à ses principes? À ce titre, estimez-vous nécessaire un travail sur le bilan de l'intervention en France en Afghanistan? Croyez-vous à la niaiserie avancée par Bush fils que les talibans sont une menace terroriste pour le monde? Ou à celle d'Obama qui prétend que l'armée occidentale y est pour combattre un prétendu extrémisme musulman qui ne nous concerne pas? Enfin, question d'importance pour nous, prévoyez-vous de remettre en cause la doctrine de défense développée par l'exécutif précédent qui a confondu, aussi bien au niveau du concept que de l'organisation, à la fois la police et la défense? Dernière question. Approuvez-vous les coupes dans le budget de la défense qu'il a pris de ces hommes au profit de moyens techniques de prévention que nous considérons illusoires et en constante inflation? Je vous remercie. Je me permets juste de prendre le micro au vol à propos de la déclaration de Medvedev. À la limite, donc, la Russie assume vouloir utiliser éventuellement l'arme nucléaire. C'est la réelle politique. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il a dit en même temps que l'arme nucléaire pourrait être utilisée en cas de troubles graves dans son pays, à l'égard donc de ses populations civiles. Et ça, c'est extrêmement grave. Je vous remercie, je remercie le collectif Pas en notre nom de son invitation. Je vais donc vous parler de l'OTAN puisque c'est ce que vous m'avez demandé de faire. Je n'ai pas préparé de conférence magistrale sur ce sujet. Je vais davantage vous faire part de mes réflexions qui s'intégreront dans un cadre géopolitique. Je ne suis pas un spécialiste de stratégie, c'est pas parce que je suis un colonel en retraite que je suis un spécialiste de stratégie militaire proprement dite, bien que, bien entendu, j'ai quelques connaissances et éclairages sur ce sujet. Je suis plus, de par ma carrière militaire, puis ensuite de fonctionnaire civil, je suis plus un géopoliticien, un analyste de géopolitique, c'est-à-dire j'essaye de comprendre comment le monde fonctionne et de proposer des remèdes quand on m'en demande. J'ai entendu d'ailleurs des analyses de géostratégie militaire faites par Madame Benjelloul, qui était tout à fait conséquente et que je partage. Je voudrais dire que cette question de l'OTAN est une question lancinante depuis des années en France et y compris dans les milieux militaires et qu'elle a plusieurs aspects. Elle est traitée et pensée de façon différente par les grands chefs militaires, les grands chefs politiques, en fonction des aspects, justement, des angles sous lesquels ils traitent cette question.
moi, je suis d'inspiration fondamentalement gaulliste, donc mon regard sur le monde est imprégné de la vision que le général de Gaulle en avait. J'aime souvent rappeler l'importante décolonisation qu'il a entreprise lorsqu'il est revenu au pouvoir. Et j'insiste sur le cas particulier de l'Algérie qui est un cas qui a meurtri l'armée française et meurtri la France d'une façon générale, plus générale. En disant qu'il avait hérité, en arrivant au pouvoir, d'un sujet dont il n'était pas responsable, parce que s'il avait été aux affaires, s'il n'avait pas quitté le pouvoir en 1946 de son plein gré, s'il était resté aux affaires, il aurait certainement réglé la question algérienne d'une manière différente. Mais donc il a hérité en 1958 d'un problème très délicat, et il l'a réglé le mieux qu'il a pu en fonction des forces qui se présentaient. Si je cite ce cas de l'Algérie, vis-à-vis de la pensée géopolitique du général de Gaulle, c'est parce que il avait des visions lointaines, et grâce à ces visions lointaines, il voyait où était l'intérêt de la France, car, après tout, au centre de sa réflexion, c'était ce qui l'animait en premier lieu. Et moi, au centre de mes réflexions, c'est également ce qui m'anime, c'est où est l'intérêt de la France, et hélas, depuis des années, j'ai l'impression qu'on a complètement oublié cet intérêt. Alors, pour en revenir à l'OTAN, depuis longtemps, je sentais revenir, puisque Jacques Chirac avait commencé à faire des pas dans cette direction, d'un rapprochement du commandement intégré militaire de l'OTAN. Ça a été, je ne vais pas remonter trop loin quand même, donc ça a été accéléré à partir de l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy en 2007, et comme vous l'avez dit, en 2009, ça a été acté. On a avancé comme prétexte à ce retour dans l'organisation militaire de l'OTAN la nécessité de l'efficacité et la nécessité pour construire une Europe de la défense. Madame Benjeloul a abordé ce sujet tout à l'heure, mais en fait, lorsque Nicolas Sarkozy a dit qu'il voulait que la France revienne dans le commandement intégré de l'OTAN, il justifiait cette décision par le fait que c'était le seul moyen d'avancer dans la construction d'une Europe de la défense. C'était une utopie complète, parce qu'il suffisait de réfléchir en profondeur et de voir quelles étaient les grandes forces du monde pour savoir que ça ne pourrait pas marcher et que l'Europe de la défense, elle n'existerait jamais, en tout cas dans les conditions présentes. Parce que pour qu'il y ait une Europe de la défense, il faudrait d'abord qu'il y ait une Europe. Or, il n'y a pas d'Europe. L'Union européenne n'est qu'une construction technocratique qui représente aucune puissance politique dans le monde, et le président Poutine l'a dit plusieurs fois, il ne traite pas avec l'Union européenne, il traite avec les chefs d'État européens. Donc l'Europe ne représente pas une puissance, et c'est comme ça que l'Amérique a voulu que cette Europe se construise. Car si une Europe puissance existait réellement sur le continent, il est bien évident que cette Europe puissance serait construite, sinon en opposition, du moins en tout cas en indépendance vis-à-vis des États-Unis, et que les intérêts de l'Amérique seraient menacés par l'existence d'une Europe puissance. Car quelle serait la première décision, la première conclusion d'une Europe puissance? Ce serait de se rapprocher de la Russie, qui est sur le continent, qui est notre source fondamentale d'énergie, et que tous les éléments géographiques, historiques, politiques poussent à en faire notre allié principal plutôt que l'Amérique. Il est donc évident que cette Union européenne ne fonctionne comme elle fonctionne, de façon technocratique et avalisant toutes les décisions de l'Amérique, parce qu'elle a été voulue comme telle. Et donc il ne peut pas y avoir d'Europe de la défense, puisqu'il n'y a pas d'Europe puissance.
Alors les gens qui ont milité pour le retour dans l'OTAN en disant ainsi on va pouvoir créer une Europe de la défense, je le répète, étaient donc dans l'utopie la plus totale. La preuve en est, c'est que depuis le retour dans l'OTAN, l'Europe de la défense non seulement n'a pas fait de progrès, mais elle a même régressé. Je ne voudrais pas entrer dans trop de détails techniques, mais il faut savoir que le budget de la défense, on l'évalue par rapport au produit intérieur brut. Actuellement en France, il n'a jamais été aussi bas, il est à 1,6% en incluant la partie importante que comprend le versement des pensions militaires. Sous le général de Gaulle, c'était 4%. Alors je sais bien que sous le général de Gaulle, il a fallu faire de gros efforts pour construire la force de frappe, la dissuasion, mais on l'a toujours cette force et il faut l'entretenir. Et ça coûte très cher. Donc dans le 1,6% qui est consacré à la défense, une grande part va à l'entretien et normalement au développement même de la force de dissuasion. Ce qui est fondamental et ce pourquoi je milite complètement, moi bien entendu je voudrais qu'il y ait une armée française, une défense française plus forte et donc un budget plus important, de façon à ce que nous retrouvions notre indépendance dans le monde et que nous ne soyons pas sans arrêt en train de suivre les décisions américaines. Le fait que la France soit revenue dans l'OTAN est aussi un élément qui était favorisé par le haut état-major français. Et ça, je tiens à le préciser parce que tout le monde ne le sait pas, mais parce que les carrières des officiers, notamment des officiers supérieurs, mais même des sous-officiers et des officiers, revenant dans l'organisation intégrée de l'OTAN, donc, amène ces gens à entrer dans des états-majors otaniens et ils envisagent donc leur carrière désormais en fonction des postes qu'ils pourront obtenir au sein de cette organisation militaire qu'est l'OTAN. Alors, sur le plan de l'intérêt de la France, j'y suis totalement opposé puisque c'est une perte d'indépendance de la France, car maintenant je vais revenir très rapidement aux opérations otaniennes qui ont eu lieu. Il est bien évident que sous Sarkozy on a joué un peu les matadors parce que c'était le style du président, mais que celui qui dirigeait les affaires c'était quand même Washington, c'est-à-dire le président américain. Il est évident qu'en Côte d'Ivoire, en Libye, auparavant en Afghanistan, on n'est pas allé en Irak, heureusement, mais c'était Washington qui était à la manœuvre et les autres participaient ou faisaient semblant d'être sur le devant de la scène. Mais Cameron et Sarkozy dans l'opération libyenne n'étaient que les acteurs de la politique américaine. D'ailleurs, financièrement et sur le plan technologique, ce sont les Américains qui ont fourni le plus gros effort pour l'affaire libyenne. Donc, cette OTAN est devenue le bras armé des États-Unis grâce à une alliance qui inclut tous les pays dits occidentaux, dits épris de liberté et de démocratie, et au nom de ces principes vertueux, on intervient, et je rejoins le sujet de l'ingérence, on intervient dans des pays pour, soi-disant, leur apporter la liberté, la démocratie, ou ou de lutter contre le terrorisme. Ce sont à chaque fois des prétextes faux, on l'a vu pour l'Irak, on citait tout à l'heure la petite fiole qui était présentée par Colin Powell. À chaque fois, les raisons étaient fausses. En Irak, on sait très bien qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, il n'y avait pas de terrorisme, et bon, c'était une dictature, mais je ne pense pas que les gens étaient plus malheureux qu'aujourd'hui. En Libye, on peut dire que c'est la même chose. Donc, les interventions de l'OTAN ont
manifesté qu'elles étaient le bras armé de l'Amérique pour étendre son influence dans le monde, ou, sinon l'étendre, la protéger quand elle était menacée. Donc je voudrais recadrer ça pour terminer dans un contexte géopolitique plus général, qui est que, ça aussi ça a été ébauché tout à l'heure, et notamment par Madame Fanon-Mendès-France, nous sommes dans un nouveau monde qui est en train de naître, qui est un monde multipolaire. Après l'effondrement de l'URSS, l'Amérique s'est crue chargée d'apporter au monde son mode de vie qui était, d'après les Américains, la meilleure façon de vivre, et donc la liberté, la démocratie et le mode de vie américain. Et au nom de ces grands principes, l'Amérique, au travers de l'OTAN, est intervenue partout dans le monde pour dispenser ce bienfait à l'humanité. Mais à partir de l'année 2000 et la renaissance de la Russie sous Poutine, de la montée en puissance de la Chine, de la montée en puissance de l'Inde et d'autres puissances émergentes, la possibilité d'imposer ses vues à l'ensemble du monde s'est peu à peu atténuée, et l'Amérique a senti, et sent aujourd'hui, qu'il lui était difficile d'intervenir partout dans le monde. Alors elle a cherché à nouveau des prétextes, et nous sommes aujourd'hui, avec par exemple l'opération, la crise syrienne, dans une situation où on pourrait dire que la crise syrienne est la pierre d'achoppement sur laquelle va se bâtir le nouveau monde, car là, on en revient à l'équilibre de la terreur à cause des armes nucléaires. Et effectivement, en décembre dernier, Medvedev, qui était président à l'époque de la Russie, a fait un discours dans lequel il a dit qu'il pourrait recourir qu'il avait alerté les puissances stratégiques nucléaires de la Russie, car les empiètements sur les intérêts de la Russie étaient menacés. La Chine, à 8 jours d'intervalle, le président chinois a dit la même chose. Alors évidemment, on ne l'a pas vu dans la presse française parce qu'elle est aux ordres des capitaux qui la possèdent, et donc ça n'est pas apparu. Mais néanmoins, en décembre, les gens qui sont chargés d'observer le monde ont bien vu que la Chine comme la Russie ont dit « halte là, vous n'irez pas plus loin ». Alors on est passé à l'Iran. On a continué sur la Syrie, mais on est passé à l'Iran. Et au début de cette année, récemment, on a entendu des menaces de plus en plus précises d'Israël disant « je vais attaquer l'Iran car c'est inacceptable que l'Iran accède à l'arme nucléaire ». Or, quelle est la situation ? L'Iran est un pays qui exige d'avoir le droit d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins civiles. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas de la bombe, mais pour Israël, c'est une menace, et donc il faut détruire ces installations. Moi, j'avais écrit à l'époque déjà que c'était du bluff, parce que dans un monde multipolaire, ça aurait été possible 10 ans plus tôt. Mais désormais, dans un monde multipolaire, Israël ne peut plus se permettre ce qui se permettait avant, sous le parapluie américain. Et là, il est évident qu'il n'y aura pas d'attaque israélienne sur les installations iraniennes, car ce serait trop lourd de conséquences, les représailles seraient énormes. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus. Je voudrais simplement dire quand même que c'est important concernant l'OTAN et les dispositifs militaires, c'est que l'arme nucléaire est une arme de dissuasion. C'est-à-dire que c'est une arme qu'on ne peut pas utiliser. Mais tout pays qui la détient est devenu indestructible. On ne peut plus lui imposer ses vues. Les différends, lorsqu'on détient l'arme nucléaire, doivent être réglés par la diplomatie ou par d'autres moyens. Et c'est pour ça qu'Israël ne veut pas que l'Iran ait l'arme nucléaire, parce que si l'Iran avait l'arme nucléaire, il ne détruirait pas Israël avec une bombe.
mais il serait devenu invulnérable et donc il aurait une diplomatie beaucoup plus forte. Donc l'arme nucléaire n'est pas faite pour détruire les pays parce que, en principe si, mais elle est inutilisable car le chef d'État qui appuierait sur un bouton pour envoyer les bombes, il appuie en même temps sur le bouton qui va lui en envoyer autant. Donc c'est une arme de dissuasion. On ne peut pas utiliser l'arme nucléaire. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Si vous avez des questions à poser sur cet aspect de la dissuasion ultérieurement, j'ai effrôlé simplement le problème de l'OTAN, mais je pense qu'il fallait le replacer, le recadrer dans un cadre plus général. Mais sinon, vous avez eu des exemples sur cette rencontre à Chicago, parce qu'on a entendu certains dire... Oui, alors je peux en parler effectivement. J'ai eu des échos, j'ai pas eu de sources secrètes. Hein. J'ai lu la presse et puis j'ai lu les comptes rendus intéressants. Ce qui s'est passé à Chicago, c'est que le nouveau président français, d'abord, a essayé d'expliquer que ses promesses électorales de retrait d'Afghanistan, il les tiendrait, mais qu'il n'allait pas se désolidariser de ses alliés. Et maintenant, on apprend aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il a reconnu qu'il y aurait encore des soldats français en 2013 en Afghanistan. C'est évident que c'était pas possible de programmer un tel retrait. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'à Chicago, la France a donné son accord à l'installation du bouclier antimissile. Or, ce bouclier antimissile, comme je crois que c'est Mme Benjelloul qui l'a dit, ce bouclier antimissile, il n'est pas anti-iranien, il est anti-russe, et les Russes et les Chinois ne s'y sont pas trompés d'ailleurs. Donc, l'installation d'un tel bouclier est une attaque, est une déclaration de guerre à la Russie, et donc la Russie, c'est pareil, va utiliser tous ses moyens pour lutter contre ça. Moi, je suis bien entendu très hostile à l'installation de ce bouclier antimissile, et je le suis encore plus pour la France parce que ça va nous coûter de l'argent. Il n'y a pas une seule société française qui sera utilisée pour mettre ses radars, mais c'est un projet américain en Europe.